C'est bien le mercredi, c'est le 4 mai 2022. 4 mai, enfin, le football ivoirien, on dira aussi, enfin, un nouveau président installé. Son nom, Yacine Idriss Diallo. 4 ans de gestion du football ivoirien. C'est lui qui va désormais parler au nom du football ivoirien. Mais que ce fut long, difficile. Un processus à rebondissement. Des couacs en jambes. Elle a tout subi, accepté. Elle a aussi donné des coups, là où ça fait mal. Mais au finish, elle a réussi à faire écrire et lire, bien sûr, un président dans ce milieu dit milieu d'hommes, là où tous les coups sont permis. Dame Dao Gabala s'en va. Idriss Diallo s'installe. L'essentiel est fait. C'est ça la vérité. Vérité des sports, version débat. En ce jour historique au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Bonsoir à tous et bienvenue. Qu'est-ce qu'il est revenu de VDS en ce débat, en son débat bien sûr. On ira faire un tour à Treichville où Idriss Diallo prend officiellement les rênes, les clés de la Fédération ivoirienne de football, l'ambiance, les échos, tout savoir au niveau de cette installation, de la prise du pouvoir de Idriss Diallo, cette journée historique également avec Koulibaly Sendou qui se trouve en ce moment du côté du siège de la Fédération ivoirienne de football à Treichville. Un grand débat, retour sur le bilan du Condor FIF dirigé par Dame Dao Gabala. Avant son départ, elle a fait le point de sa gestion. A-t-elle réussi sa mission? Quels sont les manquements constatés? On en parle avec nos consultants. Et puis également avec eux, on échangera sur la Ligue européenne des champions. C'est l'actualité du moment. La qualification difficile hier de Liverpool et l'affiche de ce soir, la finale avant l'aide, dit-on. Real Madrid, Man City, VDS Micro, présentation Brice Kwasi. Il est déjà là en place. Morou Bane est bien installé. Bonsoir Morou. Bonsoir Brice Kwasi. Derrière, bien sûr, il y a Adou Eric, nos stagiaires, et puis il y a également Oka Honoré qui assure aujourd'hui la manipulation technique, sans oublier Traoré qui est de l'autre côté. Bonsoir à tous et bienvenue. On va débuter avec quand même du basket, juste avant d'entrer au niveau du football, avec notamment cette aventure du côté de Gaïnois Optime et Organisation en collaboration avec l'association des anciennes basketteuses de Côte d'Ivoire, un camp de basket féminin à Gaïnois, qui a réuni donc durant 3 jours du 26 au 30 avril plus de 700 jeunes filles de Côte d'Ivoire. Ce camp avait pour objectif de sensibiliser les jeunes filles sur les bienfaits de la pratique du basket. Ce camp annuel s'inscrit dans les programmes de développement élaborés par l'association des anciennes basketteuses de Côte d'Ivoire. Lorion Patricia est la présidente bien sûr de l'ABECI, c'est ça le nom du camp de cette organisation autant. Elle situe le contexte de l'organisation de ce camp au micro de notre correspondant Gervais Amani. Nos objectifs, c'est déjà faire la promotion du basket féminin, surtout, tout ce qui est féminin, premièrement. Deuxièmement, essayer de trouver des pépites, pour notre championnat national et les équipes nationales aussi, des jeunes, Après, il y aura une détection, mais c'est surtout aussi initier à la pratique du basket. Parce que là, comme vous voyez, les jeunes filles, c'est beaucoup plus la détection, si vous voulez. C'est ludique, on s'amuse, mais c'est un peu basique. Parce que quand vous les voyez, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qu'elles ne maîtrisent pas. Donc, on apprend tout ce qui est basique au basket. Et puis, au fur et à mesure, ça va évoluer. Alors, pourquoi la ville de Gaïnois? On a une association forte d'anciens basketteurs qui nous invitent tout le temps, qui font beaucoup de choses pour le basket. Et puis évidemment aussi il y a eu les participantes, elles étaient contentes de l'organisation de ce camp de basket féminin à Gaïnois. Écoutons l'une des participantes, Ange Marcel, au micro toujours de Gervais Amani. C'est une grande joie pour moi parce que c'est la toute première fois que je participe à cet événement. D'habitude, je venais m'entraîner avec les coachs et puis aujourd'hui, je suis présente là. Ça me fait un grand honneur d'être là. Pour ma part, je veux que toutes les filles participent à ce moment-là. Jouer au basket d'abord, c'est être intelligent. Et quand tu pratiques le basket, ça développe plus le mental. Donc si toutes les filles se mettaient à jouer, il y aura plus d'émancipation comme on parle de la jambe féminine. Donc ça serait encore mieux pour nous tous. Voilà donc ce camp de basket rappelle 700 jeunes filles de Côte d'Ivoire. C'était du 26 au 30 avril dernier du côté de Gaïnois. Reportage signé notre correspondant permanent du côté de Gaïnois, Gervais Amani. Et puis on parle maintenant de football avec les résultats de la Ligue 2. Il y a des résultats de la 14e journée. ADFK qui a dominé l'équipe de Benjerville 2-1. Le COSAP a eu raison du COE Sport de San Pedro 2-0. Victoire de l'AS Nenguele face à Agi de Guibérois 2-1. Et puis en ce moment se joue le match Tanda Mouna FC du côté de la poule A. Dans la poule B, Fermier a eu raison du WAC 2-0.
la belle opération de l'équipe de Yamoussoukro qui prend la deuxième place grâce à sa victoire 2-1. FC Yamoussoukro désormais face à Sirocco 2-1. Ishiawazi est tombé à domicile face à Guiri FC 1-0. Victoire de RFC Aboasso 3-1 face à Songon Football Club. Et puis en ce moment se joue le match Stade d'Abidjan et FIM. Vendredi, l'Africa sera face à Zoma FC. Le stade leader RFC Yamoussoukro désormais deuxième en attendant le match de l'Africa Sport d'Abidjan. Mourubano le dit, ce championnat Ligue 2, c'est jusqu'au bout qu'ils vont disputer ces matchs-là de la Ligue 2. Effectivement, c'est jusqu'à la fin que ça va se disputer. L'Africa se promettait d'être leader et de monter au terme d'une année en deuxième division, de monter très rapidement. Mais il s'avère que la pratique du terrain s'avère très très difficile. Surtout que derrière, il y a maintenant FC Yamoussoukro qui est en train de pousser. Qui est en train de pousser, qui est venu, disons, le second du stade Abidjan, l'Africa en troisième position. Et si l'Africa venait à battre Zoma FC au match prochain et que l'US Yamoussoukro gagnait, ça veut dire qu'ils maintiennent leur statu quo. L'Africa devra encore redoubler ou bien doubler, rehausser son niveau de jeu pour éventuellement évincer les autres équipes et parvenir véritablement à arriver en Ligue 1. J'avoue que c'est très difficile et ce sont des matchs très très enlevés et j'avoue que ces matchs-là n'ont rien à voir avec la Ligue 1 ou bien ce sont sensiblement les mêmes intensités de match. Allez, donc je rappelle, donc en ce moment il y a l'équipe du Stade d'Abidjan face à l'EFIM. Je crois que le match doit être en train de s'achever. Et puis on aura vendredi Africa Sport d'Abidjan, Zoma FC direction l'Europe avec la Ligue européenne des champions. Et hier c'était la première demi-finale retour, on va le dire, c'était un match chaud du côté du stade de la formation de Villarreal, les sous-marins jaunes au stade de la Céramique avait un grand défi, on va le dire, parce que c'était un grand match qui les attendait. Il fallait vraiment être costaud pour renverser Liverpool qui avait gagné 2-0. Mourubano, on a vu un match fou puisqu'en première mi-temps, les sous-marins ont réussi pratiquement la moitié de l'opération. 2-0, ils ont remonté Liverpool avant de couler à domicile. Eux qui faisaient couler les grands, ils ont fait couler la Juve et le Bayern Munich. Finalement, les sous-marins ont coulé en deuxième période, 3-2 avec le troisième but victorieux signé Sadio Mané. Ça a été un match à suspens jusqu'au bout, une belle équipe des jaunes de Villarreal. Oui, je dirais une très très belle équipe des jaunes de Villarreal parce qu'ils ont pu quand même amener les Reds de Liverpool à douter d'eux-mêmes parce que toute la première mi-temps, Liverpool n'avait été que l'ombre de lui-même. Mais en seconde mi-temps, les joueurs on a dû remonter la bretelle à ces joueurs, Sadio Mané, Mo Salah, Firmino et bien Luis Diaz, qui a été... à l'entrée de Luis Diaz, qui est certainement à libérer les Reds. Qui a libéré totalement les Reds, qui a fait un match fantastique et qui a mené ses autres compagnons à se surpasser et à prendre finalement le gain du match. J'avoue que ça a été un match difficile pour Liverpool, mais il fallait quand même s'imposer parce que quand vous regardez le championnat, espagnol et puis le championnat anglais, Liverpool est pratiquement deuxième à la suite de Manchester City. Villarreal est troisième ou... septième. Villarreal est septième. Et donc, véritablement, il fallait leur montrer quand même que Liverpool était dans une très très bonne dynamique avec de nombreux matchs qu'ils gagnent, surtout leur attaque de feu qui marque beaucoup de buts. Et finalement, la deuxième mi-temps a été, disons, une mi-temps très très cruciale. Et finalement, ils en ont profité pour venir à bout de cette équipe de Villarreal qui, d'habitude... battait les grandes équipes. Juventus est passé par là. Ensuite, je crois Manchester United est aussi passé. Mais j'ai expliqué leur Juventus, déroute. C'est le Bayern Munich. Je pense que leur déroute vient surtout du fait qu'après ces deux buts, ils se sont dit que ce n'était pas possible que Liverpool puisse revenir encore à leur niveau. Ils ont baissé un peu d'attention et Liverpool en a profité pour certainement s'imposer. Et la suite, tout le monde la connaît. 3-2. En aller-retour, ça fait 5-2. À 5-2. Alors, mais vraiment, on a vu une belle équipe quand même du Villarreal avec Unai Emery et notre capitaine Serge Aurier qui est rentré dans les derniers instants. Mais il faut le dire, Liverpool a montré quand même qu'il a du cran, l'équipe de Jürgen Klopp. Et puis Liverpool est une équipe de coupe parce que ça fait la 11e finale de Ligue des Champions. Et en 5 ans, ça fait 3 finales. C'est dit quoi? Liverpool quand même dans ces 10 dernières années fait partie du top 2, top 3 de l'Europe. Effectivement, Liverpool, on ne citera plus
battu tous ces records. Liverpool vient, je crois, avec le Barça et puis avec le Barça et le Bayern viennent pratiquement en 2e ou 3e position après le Grand Real qui a joué 16 finales au total. Liverpool en va en jouer 11, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est l'un des grands d'Europe. Pour pouvoir terrasser ce grand-là, il faut se réveiller très tôt le matin. Il faut pouvoir museler ses attaquants, Sadio Mané, Mo Salah, Firmino et Diogo Jota, parce que Naby Keita, mais il faut en parler, parce que ce sont des joueurs qui apparemment sont souvent des milieux de terrain, mais qui arrivent à se muer en attaquant et à transpercer les défenses adverses. Allez, donc Liverpool qui gagne donc 5-2 sur l'ensemble de 2 matchs qualifiés. Premier qualifié pour le 28 mai au Stade de France. Et ça sera face soit Manchester City ou le grand Real Madrid. À l'aller, on a vu un match fou, un match de dingue, on va le dire, 4-3 avec Karim Benzema, mais surtout une équipe de City très tranchante en phase offensive. Finalement, on a eu 7 buts. 7 buts pour un gros match comme ça, c'était vraiment une belle soirée, un beau spectacle. Question, qui sortira heureux ce soir du Santiago Bernabéu? Ça commence tout à l'heure à 19h, mais vraiment, on attend une autre belle affiche. Real Madrid-Manchester City. Oui, comme tu l'as dit dans ton propos introductif, c'est finalement la finale. Avant la lettre, clairement, ouais. Tellement les deux équipes ont des individualités qui font rêver. Et j'avoue que c'est l'équipe qui fera preuve de rigueur, c'est l'équipe qui fera preuve de beaucoup d'attention, c'est l'équipe qui va beaucoup resserrer ses arrières, qui pourra éventuellement arriver à prendre le dessus. Cette équipe de Real de Madrid avec Ancelotti, l'entraîneur, 62 ans, qui arrive quand même à avoir sur 5 grands différents pays, en faire des champions, ça il faut lui tirer le chapeau. Il était en Allemagne, il a fait du Bayern champion, il était en France, il a fait de PSG champion, il est maintenant en Allemagne, en Espagne, il fait du Real de Madrid champion. C'est dire que c'est un grand entraîneur qui est avec des joueurs, et ce qui me rend un peu sceptique vis-à-vis de cette équipe du Real de Madrid, c'est le fait que cette équipe soit trop dépendante d'un seul joueur, Karim Benzema. Quand il n'est pas là, les autres arrivent difficilement à prendre de l'ascendant sur l'équipe adverse. Et je souhaite qu'il ne soit pas blessé, qu'il ne soit pas trop muselé et qu'il arrive, comme d'habitude, à implémenter son jeu sur cette équipe de Manchester City. Allez, justement, Manchester City face au Real Madrid. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre ces deux formations? La différence entre ces deux formations, je crois que ce sera la motivation d'un côté, ce sera, disons, le dispositif tactico-technique de chaque entraîneur. On a d'un côté Pep Guardiola, qui a de très très bons joueurs, à l'image de Kevin De Bruyne, à l'image de Raheem Sterling, à l'image de Rodrigo et à l'image de bien d'autres joueurs. Et le Real de Madrid, j'ai dit qu'il est trop dépendant, ce Real-là, d'un joueur comme Benzema. Mais il y a aussi de jeunes joueurs, à l'image de Vinicius, de Camavinga et aussi de Modric, de Toni Kroos, qui peuvent faire la différence dans un mouchoir de poche, sait-on jamais. Mais j'avoue que les deux tacticiens, c'est-à-dire Pep Guardiola d'un côté, Carlo Ancelotti de l'autre, vont user de toute leur science pour museler, pour se neutraliser. Et certainement, la clé de sortie du match viendra soit sur d'une balle arrêtée ou bien d'une faute quelconque. Mais je dirais que les Citizens gagneraient à surveiller Karim Benzema comme le lait sur le feu. Les compos probables pour les deux équipes, le Real Madrid avec Diego Courtois, Militao, Nacho, Fernand Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Vinicius Junior et Karim Benzema. Le grand absent du côté du Real, c'est Alaba blessé, et du côté de Man City avec Ederson, Walker, Diaz, Laporte, Cancelo, Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, Sterling, Gabriel Jesus et Foden. C'est tellement le bilan des confrontations. Donc léger avantage à Man City. 3 victoires pour City, 2 pour le Real Madrid, 2 matchs nuls. Mais au niveau des titres, il n'y a pas match. 13 pour le Real Madrid, pas de titre remporté. Là, on va le dire, Mourou, c'est tellement l'année obligatoire ou l'année ou jamais pour Man City. Oui, disons l'année ou jamais pour Man City. Man City est en train de se chercher. Man City a des jeunes joueurs. Man City est toujours en train d'apprendre. Et Man City a là l'occasion de surpasser le Real. Mais j'avoue que généralement ce Real-là, lorsqu'il arrive déjà à ce stade de la compétition, il est très très difficile à vaincre. Surtout qu'ils viennent d'empocher
leur 35e titre de Liga. Et là, c'est pas rien. Ils sont revigorés, ils sont dans les nuages. Et véritablement, ils ne veulent pas lâcher le morceau. Et ils veulent faire 2 sur 2. Et pourquoi pas, avec cette équipe qui réussit à renverser la vapeur, qui réussit à faire plier l'adversaire chez elle. On a vu comment ils ont réussi à faire plier le PSG. Et donc, les Anglais devront s'attendre à un autre Real. Parce que les supporters du Real de Madrid ont aussi promis qu'ils vont envahir les gradins de Santiago de Bernabéu et réserver une atmosphère des pas trop catholiques à ces citizens-là. Allez, donc on attend de voir. On va parler tout à l'heure de Sadio Mané avant de parler de football ivoirien. Cette ligue, Sadio Mané, le Sénégalais, qui bat un nouveau record, un record africain. Il détrône le capitaine, l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba. 15 buts inscrits désormais, contre 14 pour Didier Drogba sur une saison dans la Ligue des Champions. Il est en pleine forme, en pleine bourre, hein, le Sénégalais qui logne également le ballon d'or mondial. Effectivement, Sadio Mané, on ne peut plus compter l'histoire de ce jeune homme, de ce jeune Sénégalais. Il en fait beaucoup, il marque beaucoup, tant avec les Lions de la Teranga qu'avec Liverpool, son club. Et hier, il a fallu que lui aussi soit là pour marquer un 3e but qui a mené l'équipe de Liverpool en finale. Sadio Mané, aujourd'hui, qui a dépassé pratiquement notre icône nationale, Didier Drogba, en termes de nombre de buts. 15-14, ouais. 15-14, c'est dire que... Et il est encore jeune, il est en train de progresser. C'est dire qu'il va laisser très loin, disons, le score de Drogba à la traîne. Et donc, c'est des genres de scores sont toujours faits pour être battus, ces records-là. Donc, Sadio Mané, il se doit quand même d'aller de l'avant. C'est un très très bon joueur et je pense que il n'a pas une très très grande taille, il n'a pas une force phénoménale, c'est pas une armoire à glace. Il a une taille, disons, de 1 mètre environ 70 par là. Et il est un peu rablé sur les bords et donc des joueurs comme ça, ils sont difficiles à prendre. Ils sont très très rapides lorsqu'ils décollent et difficilement ils sont prenables. Donc c'est dire qu'il a beaucoup de chances encore de progresser, de marquer encore d'autres buts et pourquoi pas de pouvoir rafler ce ballon d'or au niveau africain et pour le bonheur du peuple sénégalais. En tout cas, Sadio Mané, 15 buts marqués, il a encore la finale hein, puisqu'il est qualifié avec Liverpool pour cette finale, possibilité de marquer peut-être un but important pour Liverpool pour décrocher pourquoi pas un 7e titre de champion d'Europe au niveau de cette finale. Et que dire de l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui lui également est en train de battre tous les records. Le seul premier entraîneur à remporter 5 championnats dans les 5 grands championnats. Effectivement, on ne cesse de le dire, Carlo Ancelotti, qui est un vieux de la vieille, qui a été un très bon joueur au niveau de son équipe en Italie et au niveau même de la Squadra Azzurra. Et aujourd'hui, qui est en train de prouver qu'il a aussi un très grand entraîneur. Quand Zinedine Zidane s'en va du Real, on a pensé qu'aucun autre entraîneur ne pouvait relever la tête de cette équipe du Real. Mais il est venu, il a gardé les joueurs, il a repositionné l'équipe et aujourd'hui on a vu ce que cela donne. Avant même la fin de la saison, le Real déjà a décroché son 35e titre, c'est pas rien. Et quand ils entendent cette musiquette que nous venons d'écouter de la Ligue des Champions, je crois qu'ils deviennent très très frileux et ils ont une seule envie, c'est de remporter la coupe aux grandes oreilles. Liverpool, premier qualifié, la finale c'est le 28 mai du côté du Stade de France. Dans quelques instants, on va parler de football ivoirien avec le gros plan sur le bilan du Condor FIF dressé hier par Dame Dao Gabala. C'était hier du côté du siège de la Fédération ivoirienne de football. Il y avait du monde, il y avait une très belle ambiance avec notamment Dame Dao Gabala qui faisait ses adieux au niveau de la Fédération ivoirienne de football. C'était un moment attendu par la presse. Évidemment, la presse un peu sélectionnée hein, puisqu'on n'a pas eu tout le monde qui a participé à cette conférence de presse. Échange avec les animateurs de cette conférence de presse et finalement le bilan donné. La première information, Morou, c'est la confirmation de l'élection de Yacine Idriss Diallo, pas de recours possible. On écoute ici Dame Dao Gabala. Une décision écrite a été signée par le comité de normalisation. Donc, l'élection du président n'est pas sous réserve. Aujourd'hui, ce qui est sous réserve, ce sont les membres du COMEX, dont les résultats de l'analyse d'intégrité est attendu dans les semaines qui suivent. Le président élu Yacine Idriss Diallo, il est définitivement élu. Définitivement élu.
Allez, Moro Bané, précision très importante dans ce Toibo. On l'a dit qu'on a connu au niveau des élections, au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Dans ce long processus également, précision, Idriss Diallo est réellement élu et il n'y a plus de possibilité de poursuite ou de quelconque enquête à l'endroit du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Effectivement, nous ne sommes pas tellement étonnés parce que dans le brouhaha de Yamoussoukro, Idriss Yassine Diallo, lorsqu'il a été élu, il a comme ça dit que il n'y a plus d'enquête d'intégrité et que avant même qu'on ne passe au vote, tout avait été déjà dit que tous les 3 candidats avaient passé haut la main cette enquête d'intégrité qui n'accablait personne et qu'il n'y a pas de recours possible. Il est élu et il souhaiterait travailler avec éventuellement les 2 candidats qui n'avaient pas pu accéder au trône parce que c'est pas un banc, c'est un seul fauteuil et lui il avait acquis de hautes luttes et donc il avait dit qu'il n'y avait plus de recours possible. Je pense que ceux qui l'avaient lu ne sont pas étonnés de ce qui se dit aujourd'hui. Tout le monde était déjà situé sur la confirmation de la présidence de Idriss Yassine Diallo. Allez, disons, hein, ça met fin à toutes ces rumeurs qui parlaient d'enquête dans 2 mois, dans 2 semaines, dans 3 mois pour certains, parce que sur les réseaux sociaux, ça continue, de croire qu'il y aura encore une possibilité de refaire une autre élection. Effectivement, sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup. On lit beaucoup de choses, il y a beaucoup de vidéos qui passent, mais il faudra se désillusionner. Cela a été fait, je pense que de manière politique pour amener les indécis, les radicaux à baisser un peu la garde. Parce qu'il faut dire que c'est une élection qui avait pris tous les amours, tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire, tant et si bien que les gens étaient totalement scotchés là-dessus. Ils attendaient une bouée de sauvetage venant de la CAF ou bien de la FIFA pour confirmer un quelconque candidat, mais il faut se résoudre aujourd'hui à savoir que Idriss Diallo est le président qui a été élu et il n'y aura pas une quelconque enquête qui viendrait le démettre. Donc, je crois que chacun est situé là-dessus. Il faudra maintenant fourbir ses armes pour attendre 4 années et éventuellement, si moi je suis candidat, je viendrai te le dire à Brice Kwasi pour que nous puissions mener la bataille ensemble pour voir dans quelle mesure je peux briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Il faut vite faire d'ailleurs. Et puis l'une des informations importantes dans ce qu'elle dit, c'est que Idriss Diallo, lui, il n'y a plus d'enquête, mais les membres du COMES ont toujours les dernières décisions concernant l'enquête d'intégrité encore en cours au niveau de la FIFA. C'est dit quoi? À tout moment, parmi les personnes choisies par Idriss Diallo pour le comité exécutif, à tout moment, la FIFA peut brandir pour dire non, ce monsieur peut pas parce que il y a tel souci, il y a tel problème sur lui. Effectivement, les membres du comité exécutif, je crois qu'ils sont au nombre de 18. Chacun maintenant est situé. C'est sur eux que va être axée l'enquête pour voir s'ils n'ont pas eu maille à partir avec quelques indélicatesses au niveau d'une gestion, soit dans leur entreprise, soit dans leur vie, et éviter d'être épinglés. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, avec ces membres-là, c'est l'épée de Damoclès qui est suspendue sur leur tête. Et il faudra faire très attention. On ne sait pas qui va être celui-là même qui va écoper d'une sanction et qui sera totalement écarté du comité exécutif du prochain bureau de la FIFA. Allez, donc voici donc l'information. Plus d'enquête concernant le président Idriss Diallo. Et puis concernant un sujet qui a fait débat tout au long de l'année et tout au long du bien sûr, lorsque le comité exécutif, le CONO a été installé jusqu'à ce que il y ait ces élections, c'était l'audit. La réaction de Dame Dao Gabala sur la question de l'audit, une question très souvent, qui revient très souvent à Vérité des Sports. Les clubs qui voulaient avoir cet audit l'ont eu. Le ministère de tutelle l'a eu. La présidence l'a eu. La CAF l'a eu. La FIFA l'a eu. Donc, ceux qui devaient le recevoir l'ont eu. Maintenant, ce qu'on fait de cet audit, c'est ceux qui sont destinataires, qui ont le devoir ou l'autorité pour prendre les mesures qu'il faille, etc. Donc c'est eux qui peuvent, à un moment ou à un autre, utiliser cet audit pour faire ce qu'ils pensent être bon à faire. Mais le comité de normalisation n'avait pas cette mission. D'abord de divulguer le résultat de l'audit. Donc c'est ce que nous avons fait.
Alors, l'audit a révélé un certain nombre de choses, mais c'est au destinataire de prendre les mesures idoines. Ce n'est pas à nous, comité de normalisation. Quand on est venu, on ne nous a pas dit faites un audit et puis sanctionnez, on n'a pas cette mission. La personne qui aurait pu le faire à la rigueur, qui l'a dans son mandat, c'est le commissaire aux comptes. Élu par les membres, s'il découvre quelque chose qui n'est pas bien, alors il a le droit de saisir le procureur. Alors, les audits sont dans les mains des destinataires, c'est à eux d'en faire ce qu'ils veulent en faire. Les audits sont dans les mains des destinataires, à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Les clubs ont reçu les audits, dit-elle. Hein, le gouvernement a reçu les audits, la FIFA a reçu les audits. Mais c'est quoi? Pourquoi ces audits-là font tant de débats et ça reste comme c'est quelque chose à cacher? Ben, je crois que, comme on le dit dans le jargon, ces audits-là sont des serpents de mer. C'est des trucs qu'on Parce que durant tout le mandat, on a parlé de ces audits, et jusque-là, hein? Jusque-là, mais c'est dire que c'est édifiant. On a profité de ces différents audits-là pour jeter l'opprobre, le discrédit sur certaines personnes. Et j'avoue que cela fait mal. Et quand vous voyez une horde de badauds au stade Champrou en train de crier sur Roger Onyen voleur, Roger corrompu. Ah, vous pensez que c'est les audits? Mais c'est par rapport à tous ces audits. À un moment donné, la dame Gabala a dit qu'il y a un trou de 4 milliards de 2002 à 2022. Il y a d'autres qui consommaient 50 litres d'eau. Il y a de l'hôtel Ivoire, de l'aéroport au Faux-Bagny à Sol-Béni. 1 million de francs de carburant. Au moment où elle dit, moi j'ai donné les audits, c'est au club, à ceux qui sont là de mettre cela, bien sûr, de mettre cela sur la place publique. Pourquoi tous ces clubs? Parce que c'est pas tout le monde qui soutient Idriss, tout le monde soutient pas Sori, tout le monde soutient pas Didier Drogba. Pourquoi? Jusque là, on n'a pas vraiment la véracité de ce qui s'est passé. Mais même si les clubs ont tout ça, la plupart des clubs ont donné le cutus à l'ex-comité exécutif. Donc cela vient pour dire que véritablement, ce dont elle a parlé, ce sont des informations erronées, ce sont des informations farfelues qui n'avaient pas besoin, et ce sont des informations qui ont encore plus fragilisé le tissu social du football ivoirien. On n'en avait pas besoin. Aujourd'hui, quand je vois que Roger Onyen, il est pris à partie, c'est eux-mêmes qui avaient commencé à divulguer des informations. Ah, parce que Roger aussi, il disait à l'époque qu'il avait un dossier béton. Avec le GIS, évidemment. Donc aussi. Aujourd'hui, il soutient Idriss et on les assimile tous à des corrompus, à des voleurs. Je trouve ça inacceptable. La dame n'avait pas besoin de dire ceci, cela. Elle nous dit, elle dit bien au cours de la conférence de presse, ceux qui ont commandé les audits, on leur a envoyé, c'est à eux de prendre les exemples. Mais tu n'avais pas à donner à dose homéopathique des informations très sensibles qui peuvent faire venir, qui ont fait venir, il ne faut pas s'en douter, les néo-supporters du LIS qui ont crié des gens comme Hassan Hayek, des gens comme Apouchou, Ostar Fobani, Ostar Champrou, qui criaient, Onyen voleur. Mais ceux-là, il faut qu'on les arrête. Justement, non, et peut-être c'est Roger qui doit poser peut-être sa plainte là-bas. Ça, c'est une histoire de la sec Mimosa. Mais pour revenir sur l'audit, moi, durant 1 an et demi, ça fait problème. Pourquoi ce problème-là est dans la main de 81 clubs, 81 délégués qui décident. Et puis, on a parlé au conseil que s'ils avaient, effectivement, ils allaient quand même déposer. Mais j'avoue que... C'est ça qui m'étonne quand même, parce que c'est clair. C'est clair, parce que le commissaire au compte a fait... il a rendu compte de tout ce qui s'est passé, malgré les audits, parce que la FIFA donne de l'argent pour les projets Gold et autres. Là. Maintenant, quand la FIFA se rend compte que ça a été bien fait, les gazons synthétiques ont été posés par-ci, par-là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que la FIFA fait? Quand l'État de Côte d'Ivoire donne l'argent, l'État aussi a des inspecteurs d'État, inspecteurs généraux d'État qui viennent auditer, mais qui n'ont rien à reprocher. Mais les clubs même qui sont mandataires te disent qu'on donne le cutus à l'ex-comité. Non, mais si ces audits étaient vraiment... Moi, je ne discute pas sur ces audits, mais me dit... Si moi je suis contre l'ES-commerce, même si j'ai voté cutus, je fais sortir l'audit pour montrer. Mais effectivement, mais c'est que l'audit, aujourd'hui, c'est pourquoi je te dis que c'est devenu un serpent de mer. Ok. C'est des trucs qui existent. Là, ça reste mais toujours vraiment... parce qu'on parle de 2 milliards, 4 milliards quand même. Hein. Et jusque-là, on ne voit pas ces papiers. On ne voit aucun papier. On ne voit même le cabinet K. Je reste un peu sur ma fin, sur la question des audits quand même. PwC a eu à dire que ce n'est pas ce cabinet-là
les responsables ont dit qu'ils n'ont pas divulgué un tel papier. Et donc la dame, elle a fait un rétropédalage pour dire qu'elle n'a jamais laissé fuiter les informations. Justement, c'est ce qu'elle dit à sa conférence avant de partir. Parce que je reste quand même sur ma fin, comme la plupart des Ivoiriens, sur cette question qui a vraiment envenimé la situation au niveau du football, la question des audits. On va écouter la présidente du CONOR sur les tests et la question des parrainages. La première des choses que le texte nous a apporté, c'est l'ouverture et l'ouverture démocratique. Et ça, je pense que c'est un très grand pas. Ce qui veut dire que on n'a pas besoin d'avoir été dans le sillon de la fédération pendant des années pour être légitime à se proposer pour présider les destinées de l'association. Et c'est ce qui se fait à travers le monde. Vous avez la commission gouvernance, vous avez la commission de discipline, vous avez la commission de recours et vous avez même la commission électorale. Et puis il y a l'ouverture aussi par rapport aux genre. Donc aujourd'hui, une candidature d'un comité exécutif n'est recevable que s'il comporte au moins 5 noms de femmes, dont une qui va occuper le poste de vice-présidente. L'ouverture va plus loin par rapport à l'ouverture démocratique. Et ça, on touche aux aspects concernant les parrainages. Les parrainages étaient un point fixé par la FIFA pour dire qu'il faut le maximum d'ouverture et permettre à toute personne qui veut candidater de candidater. Donc on est revenu aux 4. Mais tout ça pour ancrer l'ouverture démocratique. Parce que à la FIFA, l'organisme affilié est tenu de respecter un certain nombre de conditions de la maison mère. Et pour eux, c'était un point important. Et ce point important, au-delà de la Côte d'Ivoire, avait déjà fait l'objet d'une décision au niveau de la RDC. Donc, c'était très clair dès le départ. Et je pense que les clubs ont voulu jouer le jeu de revenir à l'ancienne formule parce que ça les arrangeait. Évidemment, je peux comprendre. Beaucoup de clubs ont dit que c'est pour permettre à Drogba de se présenter, mais j'ai toujours dit que ça, c'est lire un événement d'aujourd'hui par rapport à un contexte, à quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps. Autre sujet abordé, ça a été aussi très attendu, c'est l'enquête d'intégrité. C'était l'un des nouveaux faits dans notre élection. On va écouter la présidente du CONOR hier à son bilan, parlant de cette enquête, l'importance de cette enquête d'intégrité qui a vraiment suscité beaucoup de polémiques et surtout, on a trop dit des choses sur cette enquête. On écoute Dame Dao Gamala. L'enquête d'intégrité est quelque chose d'incontournable pour la FIFA. À l'Assemblée générale, il y a eu un groupe de membres actifs qui voulaient qu'on s'abstienne de l'enquête d'intégrité pour ces élections-là. Ce qui n'était pas possible. Donc, l'enquête d'intégrité a été maintenue et votée par les membres actifs et donc il fallait la mettre en œuvre. Pour faire l'enquête d'intégrité, nous avons utilisé le formulaire FIFA. Chaque candidat a rempli ce formulaire FIFA où il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Vous avez vu que les élections étaient sous réserve parce que entre le moment où nous avons repris le processus électoral et le moment où il fallait déclarer les candidatures, il nous était impossible, nous, de faire cette enquête d'intégrité sur place. Et même, il était préférable que cette enquête d'intégrité se fasse à l'extérieur. Parce qu'il nous fallait d'abord trouver un cabinet ici qui pouvait le faire. C'était trop compliqué. On était focus sur le processus électoral. Et donc, on s'est entendu avec la FIFA pour que eux, qui ont l'habitude de faire ces enquêtes d'intégrité, qu'ils puissent trouver un cabinet qui soit capable de le faire. Ce que la FIFA a répondu, d'accord. Alors, toutes les candidatures que nous avons reçues, nous avons envoyé à la FIFA les formulaires d'intégrité et les pièces d'identité et le casier judiciaire, je crois, à la FIFA, seulement des 3 présidents et des 6 candidats au poste de gouvernance. Donc, ils sont partis à la FIFA. Et la veille, c'est-à-dire le 22, quand la FIFA et la CAF sont arrivés, ils nous ont dit, écoutez, pour raccourcir les choses, nous avons juste donné l'information sur les 3 candidats. Et le cabinet nous a dit que avant le 23, il pourrait venir avec les résultats de cette enquête d'intégrité, de telle sorte que les élections qui vont se passer demain ne soient pas des élections conditionnelles, notamment pour les présidents,
Mais l'enquête d'intégrité sera faite pour les membres du COMEX qui seront élus. Ils sont arrivés à Yamoussoukro vers 11h. Donc à 11h, on se rencontre et ils nous en parlent. Et ils disent, il faudrait qu'on rencontre les candidats pour leur en parler. On s'est posé la question vraiment honnêtement. Est-ce que ça vaut la peine à la veille des élections que nous ayons les résultats? Question de transparence, mais si les résultats arrivent à 23h ou à 22h, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas les garder et hypocritement aller aux élections. Donc, il va bien falloir, si on les reçoit, pouvoir les donner. Donc, on se dit, ok, on va appeler les candidats. Pour nous, c'était pour les rassurer, en leur disant que les résultats de l'enquête d'intégrité va arriver aujourd'hui. On n'a pas encore l'heure. Il était 19h, on les avait pas encore reçus. Ça viendrait peut-être vers minuit, peut-être vers 23h, vraiment. On ne sait pas. On est en attente. Si ces résultats arrivent, nous allons vous reconvoquer pour vous donner ces résultats. Mais le processus, c'est quoi? On reçoit, le comité de normalisation reçoit les résultats de l'enquête d'intégrité. C'est pas le résultat qui est la décision. Le comité de normalisation se réunit, analyse les enquêtes et décide de qu'est-ce que nous faisons par rapport à l'éligibilité. Ça reste une décision du comité de normalisation. C'est pas l'enquête qui décide. L'enquête est un élément qui permet au comité de décider. Morou, on a longtemps écouté cette question d'enquête d'intégrité. Finalement, le CONOR ne pouvait pas faire l'enquête. C'est la FIFA qui devait faire l'enquête d'intégrité des candidats. Toutes les candidatures formulées ont été envoyées à la FIFA. Il y a eu les envoyés de la FIFA à la veille qui sont venus, qui ont dit on a juste l'information sur les 3 candidats, mais on n'a pas encore les conclusions de l'enquête d'intégrité. Il fallait appeler les candidats aux environs de 22h pour dire à tout moment, jusqu'à 3h du matin, on peut donner les résultats, alors que l'élection se passe le lendemain. Cette enquête d'intégrité, est-ce que ça n'a pas aussi mélangé ce processus électoral? Je pense que c'était peut-être une manière de sceller, de fatiguer les candidats. Parce que vraiment, on n'en avait pas besoin. Des hommes qui ont décidé de partir à une élection, on leur met une pression terrible. Comme si il n'y avait que cela dans le monde. J'avoue que ce problème d'enquête d'intégrité a maintenu, éveillé tous les supporters et même les adversaires des différents candidats dans toutes les régions. Jusqu'à 1h du matin, jusqu'à 1h du matin. Alors qu'on a une élection à 9h. À 9h. Donc, effectivement, j'avoue que c'était, comme je le dis souvent, c'était inédit. C'était une première dans l'histoire d'une élection en Afrique et même dans le monde. On va écouter d'ailleurs Morou, parce qu'on continue sur cette enquête d'intégrité. Ça a été le point focal de cette conférence de presse. Ce qui s'est passé dans la nuit du vendredi de 21h jusqu'à 1h du matin, les secrets avec Dame Dao Gabala. On était encore en réunion en essayant de chercher les scénarios. On était vraiment en pleine phase de scénario. Si, quand, à notre grand étonnement, on reçoit des coups de téléphone de certaines autorités, etc. Qu'est-ce qui se passe? On était encore dans la salle. 1 heure de temps après, on nous appelle pour nous dire la Côte d'Ivoire est en feu. On n'avait pas décollé de nos chaises au salon business de l'hôtel président. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous-mêmes, on ne comprenait pas grand-chose. Devant la FIFA, ça s'est passé devant la CAF. Donc, il y avait témoins et ça s'est passé devant les 3 candidats. On a commencé à recevoir des coups de fil de partout. Donc, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où on nous apprend que un des candidats a dit que on s'était réunis pour l'exclure de la compétition et que ça n'allait pas se passer comme ça. Et puis, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Nous avons reçu les résultats de l'enquête. Nous avions déjà pris notre décision. Mais je peux vous dire que nous sommes passés à côté d'un événement terrible. Parce que ça s'est passé devant les gens de la FIFA. Donc, quand ils ont reçu les candidats, en même temps que nous, on leur a dit, le représentant de la FIFA s'est étonné de ce qui a été dit dans la salle avec les 3 candidats a été déformé à l'extérieur. Au point où on était dans la salle quand on nous a dit, vous suspendez l'Assemblée Générale du 24. Suspendre? Pourquoi? Il n'y avait pas d'événement qui pouvait justifier que c'était suspendu. Et donc, le monsieur de la FIFA a dit, Kenny, il a dit, si cette assemblée n'a pas lieu, la Côte d'Ivoire est suspendue. Parce que nous sommes témoins de ce qui a été dit dans cette salle. Donc, comment se fait-il que,
à l'extérieur, ce soit d'autres éléments qui soient partis. Et quand on a reçu les candidats, il leur a dit que celui qui a semé la zizanie à l'extérieur, qu'il règle. Parce que si jamais cette assemblée générale n'a pas lieu, si on maintient la suspension par le gouvernement de l'assemblée générale, alors la Côte d'Ivoire sera suspendue. C'était une demande de suspension officielle. Parce qu'après, nous avons même reçu le préfet qui est venu avec le directeur de cabinet du ministère des Sports. Heureusement que dans le courant de la chose, dans le courant de la nuit, les choses ont évolué et le gouvernement est revenu sur sa décision en disant protéger l'Assemblée, mais la suspension est annulée. Amourou, c'est fort. Demande de suspension officielle. La Côte d'Ivoire sera en feu. Nous sommes passés à côté d'un événement terrible. Vous suspendez l'AG du 23. La CAF qui dit et la FIFA. Si l'AGS de la FIFA n'a pas lieu demain samedi, la Côte d'Ivoire est suspendue. C'est-à-dire quelque chose s'est passé dans cette nuit-là. Beaucoup de choses quand même. Oui, là. Beaucoup de choses s'est passé au cours de cette nuit. Des révélations terribles. J'avoue que tout ce que dit la dame, moi je pense que c'était un chiffon rouge qu'elle est en train de brandir. Il n'y a pas de fumée sans feu. Le préfet de Yamoussoukro, c'est le premier représentant du président de la République. Ça veut dire qu'il y avait l'attention de la QG. Effectivement, ça veut dire que quand il n'y a pas de fumée sans feu, s'il n'y avait absolument rien, le préfet n'allait pas se déplacer avec le directeur de cabinet. Une heure aussi tardive pour venir leur donner des instructions de l'État. Et puis entre nous, le représentant de la FIFA, c'était le Malien Mamoudou Touré. Il peut prendre quelle décision pour suspendre la Côte d'Ivoire? Il a oublié de négocier. Il faut qu'on soit sérieux entre nous. Les Djoula Diagnon Corsi. Et donc, il faut faire très très attention à ce qui se passe. Il ne faut pas qu'elle nous raconte des trucs. Justement, ça montre évidemment que cette nuit-là a joué énormément. Effectivement, cette nuit a joué énormément. Il fallait que le pays prenne des responsabilités parce que si on n'avait pas, si l'exécutif au sommet de l'État n'avait pas tapé du poing sur la table, c'est sûr et certain que le pays était embrasé. Parce que, je vous le dis, tout le monde est resté en éveil jusqu'à 4h du matin. Mais attends, pourquoi? Pour une élection d'un président au niveau du football ivoirien, quand même. J'avoue qu'on a trop joué avec le feu sur le tissu social. Heureusement que tout s'est passé tranquillement. On va terminer avec le côté sportif. La relation avec Patrice Baumel, parce que Patrice Baumel a dit son échec est dû à l'administratif. On a vu les écrits il y a quelques jours sur le nom de Patrice Baumel. La réponse de Dame Dao Gabala. À aucun moment, et ça a été volontaire, intervenu dans le choix du coach. Parce qu'il devait assumer ses choix, mais les assumer tout seul. C'était lui le technicien, c'était pas nous. Donc à aucun moment, on l'a influencé dans le choix des éléments qu'il mettait sur le terrain. Ça, c'était son choix, c'était à lui de le faire. Et je voulais insister là-dessus pour dire qu'on n'est vraiment pas intervenu là-dessus. Mais tout ce dont il avait besoin, matériellement, a été mis à sa disposition. Je faisais les débriefings du match et même je m'astreignais chaque fois que j'étais avec l'équipe, notamment au niveau de la CAN, d'assister à la rencontre juste avant d'aller au match. Donc, et plusieurs fois, on lui a fait nos remarques. C'est lui le sélectionneur, il a justifié, mais il avait une méthode qu'il voulait mettre en route. Il a mis sa méthode, bon, le résultat a été ce que c'est. Apparemment, le langage n'était pas le même entre Patrice Baumel et le Conor, parce que Patrice Baumel, dans son écrit, il dit on a eu beaucoup de problèmes administratifs, on a eu des problèmes de visa. Elle dit on a donné tous les moyens, on a mis à l'aise l'entraîneur pour faire son travail. Oui, je crois que c'est deux propos divergents entre Baumel et la présidente de Conor FIF. Baumel a souligné une chose, il dit que le décès de Sidi Diallo a fait d'eux des orphelins. Il n'avait pas quelqu'un autour de lui pour pouvoir galvaniser ses troupes. Il était pratiquement le seul capitaine à bord de ce bateau-là. Et donc, qu'est-ce à dire le rôle même de Conor FIF? C'est dire que c'était un rôle ambigu, un rôle qui n'avait pas de sens parce que je l'ai dit souvent. Ça dit qu'il y avait quelque part la maîtrise quand même au niveau du football. Non, il n'avait pas la maîtrise. Ça, il n'avait pas la maîtrise. Il y avait une question de maîtrise là, clairement. Elle le dit, je connais pas le football. Elle connaît pas le football. Et puis elle s'est pas entourée de ceux qui sont des mordus du football pour pouvoir le faire. Et la fois passée, je le disais à Rach. J'ai dit, mais même toi, Rach, si on te prenait pour venir coacher cette équipe, tu aurais mieux fait. Mais elle est venue, elle s'est contentée de se mettre avec un camp contre un autre camp. Despalab avait déjà existé, tu viens. Il faut rassembler tout le monde au lieu de te mettre dans un camp contre un autre camp. Et la suite, on a vu ce que ça donnait. Au niveau sportif, quand même, on peut quand même dire qu'on a eu quand même un championnat.
Bon, un championnat brinque-ballant. Mais quand même, ça allait jusqu'à la Fémorou. Elle a eu quand même un championnat. Oui, mais avec des équipes qui sont allées en Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'elle perd au niveau des sélections. Elle perd la CAN, elle ne nous qualifie pas pour la Coupe du Monde parce que c'est elle qui finit un peu le championnat du monde. Mais au niveau des championnats, ça lui a quand même, on a eu le champion de Côte d'Ivoire. Mais attends, on attend d'avoir le champion de Côte d'Ivoire qui puisse aller loin. Là, c'est qu'aller où? Là, c'est rejoignant. Ça, on va parler des leçons de Dame Dao Gabala. Les leçons. Quel titre de ce passage? Je l'ai appelé une odyssée palpitante, tumultueuse, mouvementée, mais palpitante. Ça fait une odyssée parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Ça a été une expérience humaine, mais ça a été aussi quelque part une expérience spirituelle. Donc, une belle expérience. Alors, la première des choses, je me dis, un manguier qui ne porte pas de fruits n'a pas de jet de cailloux. Dès lors que vous portez des fruits, vous aurez des jets de cailloux. Donc, j'ai accepté ces jets de cailloux. Mais, je veux dire, j'ai supporté pour 3 raisons, principalement. La première raison, je suis une croyante, j'ai foi en Dieu, et je n'ai pas à me reprocher quoi que ce soit. Donc, ma foi en Dieu m'a permis de tenir. La deuxième, c'est par rapport à ma famille et à tous ceux qui ont accepté de m'accompagner et de venir travailler avec moi. Je devais résister, persévérer et être résiliente, ne serait-ce que pour eux. Et le troisième, ça va vous surprendre, j'ai été résiliente pour les femmes. Parce que dans ma position de femme leader, beaucoup de femmes me regardaient. Les attaques qui ont été contre moi, ça a été aussi contre beaucoup de femmes. Elles l'ont perçu, elles l'ont encaissé individuellement. Donc il fallait que je résiste, ne serait-ce que pour elles. Donc à aucun moment vous n'avez voulu jeter le pont? Jamais. À combien je n'ai voulu jeter l'éponge, l'odyssée palpitante, tumultueuse, enrichissante. En un mot, si vous devez résumer, bien sûr, ce passage de Dame Dao Gabala à la tête de la fédération. Je dirais simplement que la FIFA a mené la normalisation. Partout, la normalisation est arrivée. Dans les différents pays africains, le football a régressé, totalement régressé. Je pense, et j'ose espérer, que les nouveaux dirigeants vont repositionner le football et surtout amener un championnat et amener notre équipe nationale à se repositionner dans le ranking international. Moi, je retiens qu'elle aura quand même organisé ces élections qui nous envoient un nouveau président, Idriss Diallo. Demain, on parle de la prise du pouvoir d'Idriss Diallo. Idriss Diallo installé à la tête de la Fédération de football. Merci à tous et puis à demain pour notre numéro en plateau de Vérité des Sports. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.